Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Stéphanie Demuru. 9h30 en direct sur Sud Radio, c'est l'heure d'accueillir nos deux invités. On va reparler du conflit israélo-palestinien et de cette guerre Hamas-Israël. Y a-t-il un possible cessez-le-feu? Doit-on craindre l'embrasement? Tous ces sujets qu'on va voir avec vous. Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po. Bonjour. Ravi de vous accueillir ce matin. À vos côtés, en face de vous, Qatar Abou Diab, consultant géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie. Bonjour Qatar Abou Diab. Merci d'être avec nous. Qatar Abou Diab, vous parliez de cette peut-être première petite bonne nouvelle qui nous vient d'Égypte. Oui, c'est la dernière nouvelle en provenance d'Égypte. Signale la possible sortie aujourd'hui de 500 étrangers de Gaza parmi les binationaux. Il y avait même... C'est presque la moitié de gens qui ont été coincés là-bas. Parmi eux, il y a 54 Français. Donc, ça, au moins, c'est une petite sortie de cet enfer. C'est sûr qu'on ne peut que s'en réjouir, bien évidemment, puisque les bonnes nouvelles sont assez rares. Ça, c'est pour la population coincée dans la bande de Gaza. Il y a aussi la question des otages. Hier, le Hamas a annoncé que des otages étrangers pourraient être libérés, qu'ils avaient pris note de la demande des chefs d'État étrangers. Patrick Martin-Genier, il y a beaucoup de cynisme de la part de cette organisation terroriste. Oui, ça, c'est d'un grand cynisme. Cela veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures pour effectivement les personnes, les otages qui ont la double nationalité israélienne ou d'un autre pays, et il y en a beaucoup, eh bien sous la pression de ces pays tels que les États-Unis, la France ou voire d'autres pays, eh bien le Hamas, cette organisation terroriste, est en train de dire on va privilégier les binationaux, et c'est un moyen de pression supplémentaire sur Benjamin Netanyahou et sur Israël en disant nous gardons ces otages qui sont uniquement de nationalité israélienne. Oui, c'est d'un grand cynisme, en effet. Un moyen de pression et un moyen surtout de diviser, n'est-ce pas, Qatar Abou Diab? Oui, diviser ou compliquer la tâche, car en fin de compte, au début, ils voulaient sortir aucune personne en disant qu'on va négocier ça après la guerre. Maintenant, ils ont commencé à lâcher de l'Est avec 4 otages, maintenant peut-être un peu plus, mais tout ça c'est de la tactique, une tactique macabre. Pour eux c'est une arme. Ils ont pensé à un moment donné, c'est à une époque contre un seul soldat. Ils ont donné plus de des centaines de combattants. Oui. Et maintenant... Qui se sont retrouvés être parmi les combattants du Hamas. Plus ou moins Hamas... Et la victime aussi, quelque part, elle-même de son succès militaire inimaginable. Je pense que eux-mêmes, ils ont pensé prendre quelques otages pour échanger avec. Et maintenant, au lieu de quelques-uns, ils ont eu au moins quelques 250 otages. Ils ont dit... Et c'est un marché. Et quelque part, pour eux, ils pensent que c'est une grande arme qui dissuade Israël. Et maintenant, les Israéliens sont, c'est vrai, dans l'embarras, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, même s'il y a beaucoup de sorties, ils n'ont pas le choix d'arrêter leur opération militaire, car enfin, pour eux, c'est une histoire de... On va rester sur les otages, parce que Patrick Martin-Genier voulait réagir. C'est une comptabilité macabre, vous vous rendez compte, de dire effectivement que le Hamas, qui mène une politique de communication, nous sommes sur le point de libérer une 50aine d'otages, grâce à la médiation du Qatar. Oui, j'allais y venir, le Qatar qui joue un rôle... Oui, mais voilà, dont le rôle peut être compromis. Le Qatar a émis une protestation importante hier en disant que ces bombardements sur le camp de Jabalia étaient de nature à remettre en cause la médiation du Qatar. En tout cas, faut pas croire que le Hamas va se donner une image, on va dire humaniste presque, parce qu'il s'apprête à libérer une 50aine d'otages. Non, il doit libérer les 250 otages qui sont là. Il n'y aura pas de négociation possible. Israël va continuer ses opérations, et donc ce n'est pas parce qu'ils vont en libérer quelques-uns. C'est très bien, c'est très important, mais c'est la totalité
comptabilité qui doit revenir, qui doit être libérée. Donc cette comptabilité macabre... Enfin, ils ne le feront pas sans contrepartie. Hein. Bien sûr, parce qu'officiellement, vous savez, on dit on ne négocie pas avec le Hamas. Il n'en demeure pas moins que certains pays le font, voire même, éventuellement, le cas échéant, les États-Unis. Tout le monde le fait en ce moment. Tout le monde le fait, sans le dire, parce que tout le monde considère que nous n'avons pas à négocier avec une organisation terroriste. Mais bien évidemment, même les services de renseignement israéliens peuvent, le cas échéant, lorsque la vie de leurs compatriotes est en jeu, rentrer en contact pour tenter de les libérer. Qatar Abu Diab, concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, vous n'êtes peut-être pas expert militaire, ni l'un ni l'autre, mais c'est important pour nos auditeurs de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en Israël. Les soldats sont dans la bande de Gaza. Ils essayent de trouver ces tunnels, les anéantir un par un? Vous savez, nous sommes là dans la 4e semaine de cette confrontation militaire. Ça, on l'appelle la guerre de Gaza 5. On a eu déjà 2008, 2009, 2014, 2021 et maintenant 2023. Et cette fois, c'est vrai, c'est la plus compliquée pour les Israéliens. C'est que les Israéliens disent que c'est leur deuxième guerre de libération. C'est-à-dire, c'est une tentation de rétablir leur force de dissuasion. Et pour eux, c'est une guerre de survie. Et pour le mouvement existentiel. Et pour le mouvement de Hamas, oui, elle joue solde. Elle joue un solde total. Et elle a transformé cette bande de Gaza en une série de... ce qu'on appelle le métro de Gaza, une série de souterrains, de tunnels bien équipés pour se défendre. Là, et avec des vivres, je crois, de plusieurs mois qui sont disponibles. Ça a été rapporté. Pas pour combien de mois, mais ça a été rapporté par plusieurs médias, plusieurs porte-paroles. Ça fait longtemps qu'ils se mobilisent, ça fait longtemps qu'ils font des stocks. Ils ont des stocks d'armement, ils ont des stocks de nourriture, et donc ils ont la capacité de tenir un siège. On se demande comment tout ceci est arrivé, bien que cette bande est en blocus. Et ce blocus, il est là depuis plusieurs années. Ça, 2007. Benjamin Netanyahu a négocié avec les Qatar l'entrée de l'argent, l'entrée d'autres choses. Mais là, pour les objectifs israéliens, les Israéliens disent qu'ils veulent détruire les capacités de Hamas. Est-ce que c'est possible, Patrick Martin-Genier, ils veulent éradiquer le Hamas, ils ont dit qu'ils iraient jusqu'au bout, mais est-ce que c'est possible d'anéantir le Hamas ? Écoutez, ce qui se passe en ce moment sur le terrain montre en effet que cette offensive peut réussir. Détruire les terroristes du Hamas, ça va être difficile, mais on voit bien qu'ils avancent. Des terroristes, des chefs terroristes sont éliminés. Je crois, vous l'avez dit, c'est existentiel pour Israël. Il ne peut plus se permettre de vivre avec des terroristes qui veulent leur destruction purement et simplement. Maintenant, à long terme... Sauf que les dirigeants sont au Qatar. Il y en a au Qatar, il y en a quand même sur le terrain un peu. Il faut mener les opérations militaires. Mais Israël a aussi la possibilité d'éliminer des chefs ailleurs. On l'a bien vu, en Iran, éventuellement au Qatar. Il faut l'aval du Qatar et ils ne sont pas prêts à coopérer pour l'instant. Non, ils ne sont peut-être pas prêts à coopérer, mais vous savez, Israël a su montrer qu'il était capable d'éviter ce genre d'autorisation et d'y aller quand il fallait y aller. Ceci dit, vous avez raison. Est-ce qu'on peut éliminer complètement cette organisation terroriste ? C'est une vraie question aujourd'hui pour Israël. Et évidemment il faut qu'il montre que face à des États, à des organisations, à des proxys iraniens, comme on dit, qui veulent leur destruction, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Ceci dit, tout à l'heure, vous parliez de cette guerre d'indépendance. Il faut savoir aussi, peut-être qu'on y viendra, mais que le Premier ministre israélien est assez critiqué dans son pays, parce qu'il est quand même en position politique difficile. Et moi, j'ai surtout une information. Alors, je m'étonnais, j'en parlais avec mon invité ce matin. Je suis assez étonnée que pas grand monde n'en ait parlé parce que elle est quand même de taille. C'est un document classé secret défense datant de 2007, écrit de la main même de l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Ce document a été clairement publié hier dans un grand quotidien israélien. Qu'est-ce qui est écrit dans ce document ? Eh bien que tout simplement cette information de l'attaque du Hamas était planifiée. Benjamin Netanyahou avait été alerté sur ce projet d'attaque du Hamas. Ce qu'on y lit
est tout à fait glaçant parce que c'est précisément le scénario de l'attaque du 7 octobre avec l'attaque des villages. Mais selon donc l'ancien ministre de la Défense, le Premier ministre Netanyahou et les militaires l'auraient balayé d'un revers de main. Ça paraît incroyable, Patrick Martin-Jeunier. Oui, ça a été dit. On a même dit que les Américains avaient donné des informations, des renseignements, des indices de cette agression terroriste. Ce qui montre bien que oui, il y a eu une grosse défaillance alors de qui ? De l'État israélien de façon générale. Et par quoi ? Par négligence ? Oui, alors il faut savoir une chose, c'est que, rappelez-vous, Golda Meir en 1973, eh bien, elle avait dû démissionner quelques jours après cette guerre de Kippour. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait accusée de ne pas avoir pris suffisamment en compte les services des informations des services de renseignement. Le gouvernement, les institutions politiques d'Israël ont été extrêmement fragilisées depuis le retour de Netanyahou. Pourquoi ? Parce que à cause de cette réforme de la justice qui a complètement fracturé ce pays, qui montre aussi effectivement que le gouvernement, l'autorité politique a eu des méfiances vis-à-vis des services de renseignement, vis-à-vis des militaires, dont certains étaient contre cette réforme de la justice. Donc il y avait un problème de confiance et qui fait que peut-être, mais c'est une enquête qui devra le dire, parlementaire, que le Premier ministre n'a pas pris suffisamment en compte les informations qui lui étaient données, croyant peut-être que les services de renseignement étaient de complicité avec les opposants à la réforme de la justice. Moi, je pense que l'échec israélien, dans ce sens, c'est un échec sécuritaire et politique énorme. Alors, en 2021, lorsqu'on parle de la guerre de Gaza 4, ça n'a pas été mené par le Hamas, ça a été mené par le djihad. Et à l'époque, on s'est étonné pourquoi le Hamas ne s'est pas solidarisé avec le djihad. Il y avait beaucoup de fuites que les Iraniens demandaient à Hamas d'intervenir et Hamas refusait. Apparemment, donc, entre 2021 et 2023, le Hamas s'est préparé pour ce grand coup. Et donc, où étaient les services israéliens ? Est-ce possible que les autres services n'ont pas informé les Israéliens ? J'ai beaucoup de doutes. Je pense qu'il y avait de l'information, mais je pense la situation à l'intérieur d'Israël, cette grande déchirure, cette grande fracture à l'intérieur de la société et de l'État a fait une fragilisation, et en même temps, du point de vue d'analyse politique, ils ont compté que le fait que le Qatar soit l'allié avec le Hamas et qu'il y a toujours ces contacts, que Hamas ne prend pas ces risques. Donc, il y avait une mauvaise analyse des risques Israël et des avait prévisions. D'ailleurs... Et pour cela, la surprise était énorme. Et c'était plus ou moins les mêmes circonstances d'octobre 1973. Tout à fait. Des journées, un samedi, fête juive, etc. Et en plus, il y avait quand même une grande interrogation. Comment les communications israéliennes ne fonctionnaient pas et pourquoi même l'armée de l'air n'intervient pas avant 2 heures. Donc il y avait un gouffre dans ce sens d'information. Ça demande bien sûr des commissions d'enquête. Il y a aussi les détracteurs du gouvernement Netanyahou constitués de l'extrême droite qui les accusaient d'être un petit peu trop concentrés sur les colonies de Cisjordanie. Même, je pense, le moral des troupes israéliennes a été bien secoué. Et pour reprendre et pour pouvoir donner des résultats, ça demandait tout ce temps. Patrick Martin-Jeunier, c'est intéressant ce que nous dit Qatar Aboudia, parce qu'il disait, voilà, en gros, ils se sont un tout petit peu reposés aussi sur le Qatar, le Qatar qui finançait 30 millions d'euros, je crois, par mois, le Hamas, avec l'accord d'Israël, ça, il faut le rappeler quand même. Pensant s'acheter, entre guillemets, une paix. Oui, ils ont fait un calcul politique qui, malheureusement, s'est avéré funeste, faux. Et donc, il y a eu une défaillance, en effet, de cette alliance, de la portée de cette alliance avec le Qatar, dont on voit aujourd'hui qu'il veut jouer un rôle fondamental dans la libération des otages. C'était un calcul qui, malheureusement, a échoué. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment compris, ou on n'a pas voulu le comprendre, que le Hamas ne voulait pas de solution pacifique et que c'était une organisation terroriste qui voulait la destruction d'Israël, purement et simplement. Il faut aussi souligner l'échec de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, qui n'a pas été capable de contrôler tout ce qui se passait dans ce territoire, hélas. Messieurs, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces conversations.
Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Stéphanie Demuru. Et on poursuit nos débats sur la guerre Hamas-Israël avec nos invités. Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po, Qatar Abou Diab, consultant en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie. Patrick Martin-Genier, on parlait de l'éradication du Hamas, que l'armée était sur place. Est-ce que c'est une guerre que vous pensez durer, qui va durer? C'est une excellente question en effet. Lutter contre un mouvement terroriste, c'est une action à long cours. Bien évidemment et on voit que l'offensive terrestre d'Israël en partie réussit, même si elle est très très contestée. C'est une guerre qui risque de durer. Éradiquer, je crois que c'est de l'ordre de 30 000 membres du Hamas, une organisation extrêmement structurée, ça risque d'être effectivement très très long. Et c'est ça aujourd'hui la principale difficulté d'Israël, c'est de calculer le temps pendant lequel effectivement il va pouvoir tenter de maîtriser et d'éliminer, d'éradiquer cette source du terrorisme dans la bande de Gaza. Certains sont sceptiques, mais on sait qu'ils ont sur ce point le soutien notamment des États-Unis et de la communauté internationale, j'allais dire occidentale, et donc c'est important, mais ça impacte considérablement l'économie israélienne, donc bien évidemment qu'il va y avoir des éléments qui à un moment donné vont dire on ne peut pas continuer, c'est de l'ordre de 300 000 soldats plus des réservistes, donc en gros 400 000 soldats. On sait très bien que pour un petit pays comme Israël, cela impacte totalement l'économie. Donc c'est une vraie question politique de dire combien de temps cette guerre doit-elle durer. Et il y a une autre vraie question que tout le monde se pose, c'est l'extension du conflit. L'armée israélienne a affirmé hier avoir frappé des frappes aériennes au Liban visant le mouvement chiite Hezbollah. L'allié du Hamas, il y aurait 47 morts déjà. Qatar Abou Diab, vous êtes inquiet par cette extension, elle semble inévitable pour vous, c'est en tout cas ce qui se dit un petit peu dans la région, la population se prépare. Si vous me permettez simplement de vous dire pourquoi on est arrivé là. Hamas, on connaît bien qu'elle cherche la destruction d'Israël, mais il y a les grands problèmes, c'était de vouloir dépasser les règlements pacifiques de cette question israélo-palestinienne. C'est-à-dire, ces tentatives ont échoué. Et pourquoi? Car les Américains qui prenaient ça en charge depuis 1993 n'ont pas bien géré cette question. Et pour cela, il y a un vide. Et c'est vrai, à un moment donné, les Israéliens, vous n'imaginez pas, même à l'époque des travaillistes, ils ont encouragé Hamas contre le Fatah. Ils ont encouragé une partie palestinienne contre une autre. Et maintenant, le prix payé est très lourd. C'est le cynisme de l'histoire. Il y a une série de fautes. Et maintenant, l'autre série de fautes concernant l'Iran. L'Occident fait un pari depuis 2015 sur une normalisation avec l'Iran. Mais l'Iran, elle travaille en sous-main et elle a constitué un axe régional. Le Yémen, l'Irak, la Syrie et le Liban. Et la Russie. Et maintenant, elle est Hamas. Oui. Et avec la Russie en allié. Ça, la Russie en allié, entre guillemets, car les Russes, on va parler si vous voulez, sont coincés et divisés à propos de ça. Mais avant tout, pour l'Iran, maintenant, hier, il y avait des missiles balistiques qui ont été lancés du Yémen vers Israël, 1800-2000 km de distance. Ce sont des missiles en provenance de l'Iran. C'est une guerre de proxy en plus. Et il y a des milices irakiennes qui ont attaqué des bases américaines en Irak et en Syrie. Et il y a une semi-guerre au sud-Liban entre le Hezbollah et Israël. Vous imaginez. Et maintenant, la région attend vendredi M. Blinken. Il va venir en Israël pour dire attention aux civils à Gaza, car lorsqu'on voit Jabalia hier, les camps palestiniens, on pense à Hiroshima, à Nagasaki. Attendez, on va rester... En fin de compte, il y a les discours de Nasrallah, les secrétaires généraux de Hezbollah, et on va voir plus ou moins la ligne. Il doit s'exprimer aujourd'hui, d'ailleurs. Non, les vendredis, il va oui, nous sommes jeudi. Effectivement. Voilà, on va voir. Patrick Martin-Genier, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que c'est un micmac géopolitique, si j'ose dire familièrement. Le Yémen, qui est... voilà,
en guerre avec l'Arabie saoudite. Comment peut s'inscrire tous ces pays Est-ce qu'on peut craindre une grande coalition justement anti-Israël et face aux Occidentaux, clairement? C'est-à-dire, avant cette attaque terroriste de Hamas, il n'y avait pas de grande coalition. Chacun recherche de dominer la région, en quelque sorte. Et l'Iran n'avait qu'une envie, c'est de mettre un terme à la politique de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Vous savez que depuis les accords d'Abraham, qui étaient très importants quand même avec Donald Trump, il y a une politique de normalisation avec certains pays, dont le Maroc récemment, et l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite avait envoyé récemment un ambassadeur à Ramallah, en Cisjordanie, en disant nous allons normaliser à condition qu'on crée 2 États pacifiques, un État palestinien. Et cela, eh bien, ces efforts viennent d'être détruits. Et qui sort renforcé? À qui profite le crime, si j'ose dire? C'est l'Iran. C'est l'Iran qui voit sa politique renforcée, sa position régionale renforcée, qui alimente, qui finance, qui alimente matériellement toutes ces milices, que ce soit le Hezbollah, les Houthis en Yémen ou ailleurs, même en Syrie. Et donc c'est l'Iran qui sort renforcé. Or l'Iran veut également la destruction d'Israël. Donc on peut dire aujourd'hui effectivement que l'Iran cherche à renforcer sa position régionale. Sauf que, pardonnez-moi, mais Israël peut toujours évidemment compter sur son allié indéfectible, les États-Unis. Voilà. D'ailleurs, Joe Biden a envoyé un lieutenant général des Marine Corps sur place. Ça dit quelque chose. Il y a aussi le porte-avions qui est stationné sur les côtes en face de l'Iran. Évidemment, 2 porte-avions. Et il y a aussi des navires ou disons un renfort français et britannique. Oui, et 3000 Marines américains. Il y a les Allemands. Oui. Donc il y a tout ça, car ça, alors c'est inquiétant. Ça dit quoi? Parce que voilà, j'allais dire, c'est extrêmement inquiétant ce qu'on se dit. Qu'est-ce que ça peut présager? Écoutez, c'est d'abord une politique de dissuasion. Vous savez, on parle de dissuasion nucléaire. Il n'y a pas que la dissuasion nucléaire. En envoyant 2 porte-avions, en envoyant des Marines avec une réserve supplémentaire dont il a été question cette semaine, ça veut dire très clairement à l'Iran, ne partez pas, ne rentrez pas dans la guerre, arrêtez de soutenir non seulement le Hamas, mais le Hezbollah au sud Liban, dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est une politique de dissuasion, car si jamais l'Iran devait entrer activement en guerre, eh bien ce serait un point irréversible. Les États-Unis pourraient frapper directement des cibles en Iran. Où en est l'armement en Iran? Je pense que c'est ça la grande question, c'est-à-dire les États-Unis qui ont tout essayé pour faire de l'Iran un partenaire quelque part, n'ont pas réussi. Donald Trump était sorti des accords du nucléaire iranien. Ces 2 administrations démocrates d'Obama et de Biden ont fait tout pour normaliser les choses avec l'Iran et n'ont pas réussi. Et c'était un faux calcul. Un faux calcul. Ils ont laissé leurs alliés à un moment donné. Depuis 2010, les Israéliens il y a une Trump au milieu quand même. Seulement Trump, oui. Depuis 2010, les Israéliens voulaient régler les comptes avec l'Iran et les Américains empêchaient ça. Et maintenant, voilà, les Iraniens font ça par procuration. Ils font ça par procuration et ils ont réussi le coup. Et la grande interrogation, comment le Russe se positionne. Pour le moment, le Russe, bien sûr, il y a 1 million d'Israéliens qui viennent de la Russie quelque part. Mais Poutine trouve une occasion d'or que les gens oublient l'Ukraine, et pour cela, donc, Poutine aussi allume le feu. Patrick Martin-Jeunier, c'est vrai que Vladimir Poutine joue un jeu assez troublant dans ce conflit. Ancien ami quand même de Netanyahou, on sent qu'il s'en éloigne et qu'il y a une forme d'opportunisme dans ce conflit de la part du président russe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la Russie et la Chine aussi, qui sont des alliés. Vous savez, tout ce qui peut affaiblir l'Europe et l'Occident est bon pour Vladimir Poutine. C'est du cynisme, de la réelle politique cynique sur le plan international. Bien évidemment que Poutine, depuis plusieurs années, le rôle, c'est de renforcer la présence de la Russie via la Syrie, via l'Iran. Et donc, c'est en quelque sorte l'axe du mal. Il ne faut pas oublier, effectivement, que lui-même est l'auteur de crimes de guerre en Ukraine. Donc, tout ce qui peut renforcer cet axe, qui peut affaiblir les États-Unis et l'Occident, est bon, et donc effectivement c'est quelque chose sur lequel il va surfer. Merci beaucoup à tous les deux, Patrick Martin-Jeunier, professeur à Sciences Po, Qatar Abou Diab, consultant géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie. Et tout de suite, c'est Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman.
Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.